On va commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet avant-dernier symposium qui s'inscrit dans la continuité des journées Euroformat qui ont eu lieu à Lille dernièrement. Pour rappel, les prochaines journées auront lieu à Bordeaux les 7, 8 et 9 octobre 2025. Avant de commencer, quelques rappels sur les modalités concernant ce symposium. C'est un symposium qui est enregistré, qui sera donc rediffusé sur YouTube sous une dizaine de jours, donc vous pourrez retrouver en retransmission. Nous terminerons ce symposium par une partie de questions-réponses. Vous pouvez également, tout au cours du symposium, utiliser le chat si vous avez des problématiques de connexion ou si vous avez des questions. Et enfin, à la fin du symposium, on vous demande de prendre 5 minutes pour répondre à un questionnaire de satisfaction qui s'affichera donc à l'écran. Donc pour commencer ce symposium, je remercie Boston Scientific pour son investissement et sa participation, ainsi que Monsieur Antoine Achalm pour son aide à la contribution de ce symposium, et ainsi que sa co-modération. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer ce symposium qui s'intitule Comment financer l'innovation, retour d'expérience. Donc, le déroulé ce soir va commencer par une brève introduction par Monsieur Garcia, puis on aura le retour d'expérience du pharmacien hospitalier avec l'expérience du CHU de Bordeaux, la vision du directeur des ventes Europe par Madame Lazaro, le point de vue industriel avec quel financement pour une innovation, quel environnement, les retours d'expérience et les solutions pour nous accompagner pour la financer. Et enfin, on conclura ce symposium d'ici donc 18 heures. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Garcia pour l'introduction sur ce symposium. Bonjour à toutes et tous. Merci encore pour cette organisation et merci à celles et ceux qui ont contribué à cette préparation de près ou de loin. Donc, je vais vous présenter Boston Scientific en quelques mots. Le premier aspect qui est important pour avoir une photo d'engagement de notre société, c'est le volet de transformation des soins et l'investissement qui est fait par Boston en R&D et ça représente environ 10% de notre chiffre d'affaires qui aujourd'hui est d'un peu plus de 13 milliards. Donc c'est une part importante de notre stratégie. Le deuxième aspect, c'est investir pour nos employés, c'est évidemment une priorité, que ce soit sur la partie de développement de l'équilibre entre les genres, mais aussi d'avoir une attention particulière en matière d'intégrité, mais d'inclusion également au niveau de l'ensemble de nos salariés. Le deuxième point qui est très actuel, naturellement, et qui nous fait regarder devant, c'est la partie environnementale, pardon, avec un objectif de neutralité carbone en 2030 et un objectif de zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. Le dernier point concerne la création de valeurs responsables. Ça résume l'engagement que je viens d'évoquer pour Boston Scientific. On va passer à la slide suivante si vous voulez bien. Voilà les aires thérapeutiques dans lesquelles Boston développe leurs activités. La première aire, c'est la neuromodulation, donc tout ce qui est stimulation cérébrale profonde ou gestion du Parkinson. Les interventions périphériques avec deux disciplines, le vasculaire périphérique et l'oncologie interventionnelle. L'endoscopie digestive, qui est une discipline à part entière que j'imagine vous connaissez toutes et tous de près ou de loin. La gestion du rythme cardiaque, et là on rentre dans tout le volet cardiologie, l'électrophysiologie, la cardiologie interventionnelle, et pour finir, l'urologie et santé de la femme et santé pelvienne pour la dernière activité nous concernant. Merci Christophe pour cette présentation de Boston Scientific. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie concernant le retour d'expérience d'un pharmacien hospitalier. Aurélie, c'est à toi. Merci Antoine. Donc tout d'abord, quelques éléments contextuels. Donc l'industrie du dispositif donc, est un secteur porteur en matière d'innovation médicale, on le sait tous, hein, on a une croissance annuelle importante avec une diversité des produits, on a une forte
évolutivité avec des processus d'innovation qui sont rapides, des cycles de vie qui sont courts dans le domaine du dispositif médical, avec des essors de nouvelles technologies, des projets et des progrès dans la recherche. Mais face à cette innovation, on a aussi donc des implications donc de surcoût par rapport à des techniques de référence déjà utilisées, un contexte de restriction au niveau des dépenses de santé et bien sûr un impact économique avec des bénéfices cliniques qui nécessitent parfois d'appréhender certaines thérapeutiques et la prise en charge sur l'adoption de ces nouvelles technologies. Diapositive suivante. Donc, le pharmacien hospitalier sur le terrain, il doit faire face en fait à des demandes émanant des médecins qui sont un peu récurrentes, qui sont constantes, qui sont très régulières face à des nouveaux dispositifs, donc qui se relèvent de l'innovation, qui relèvent aussi de nouvelles technologies, nouvelles techniques, avec des augmentations de coûts de prix faciaux et des augmentations sur la technique et le recrutement des patients. Et puis face à tout ça, il faut trouver un équilibre parce qu'on a souvent des manques de preuves cliniques et d'évaluation. Parfois des choses qui sont dans la stratégie thérapeutique pas démontrées en termes d'efficacité et de sécurité, des évolutions, des recommandations avec parfois des remboursements qui ne sont pas pris en charge en regard, bien sûr des conséquences organisationnelles au sein de nos établissements, et puis des contraintes financières, comme je l'ai dit précédemment, qui sont de plus en plus exigeantes avec des valorisations des recettes qui ne sont pas toujours adaptées. Et puis, diapositive suivante, le pharmacien est aussi confronté au quotidien à des contraintes, hein, donc des contraintes réglementaires, donc on l'a vu avec le nouveau règlement, des contraintes budgétaires, bien sûr des contraintes liées à l'établissement avec parfois des choix de nos directions, des choix politiques de stratégie, des contraintes juridiques. Et bien sûr, des gestions de marché, on le verra un peu plus tard dans le diaporama, avec des évaluations de besoins à adapter et qui nous contraignent parfois dans le choix et dans le référencement des produits. Diapositive suivante. Donc l'enjeu au sein de nos hôpitaux, c'est quand même une stratégie qui est la même pour tout le monde, hein, c'est-à-dire assurer une meilleure prise en charge des patients. Bien sûr, avoir une pertinence des prescriptions adaptées avec mieux soigner au meilleur coût. Dans les centres universitaires, principalement, c'est promouvoir cette innovation pour arriver donc à former les futurs praticiens et bien sûr adopter un juste milieu, c'est-à-dire l'introduire sans condition, mais ne pas l'introduire non plus sous prétexte qu'elle est coûteuse. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Alors, les options que nous avons en établissement, donc au niveau du référencement et bien sûr qui implique le financement. Donc, dans un premier temps, soit les dispositifs en fait sont financés dans le cadre d'études cliniques qu'on connaît tous, PHRC, PRME, PRT, PREPS, ou en général, donc le dispositif médical est financé. On a parfois affaire à des recours via des enveloppes par l'ARS sur des besoins spécifiques, des besoins bien identifiés. Et puis au quotidien, c'est principalement donc nos appels d'offres avec donc nos négociations et nos discussions avec les fournisseurs. Et puis notre commission d'innovation des produits, des dispositifs médicaux et produits de santé qui permet donc de référencer des dispositifs médicaux. Donc on va dans la suite de ce diaporama s'attarder principalement sur les points 3 et les points 4. Diapositive suivante. Donc la bonne gestion des marchés, c'est-à-dire que pour mieux appréhender et référencer donc, et financer un dispositif médical, il faut d'abord en amont avoir une bonne évaluation du besoin avec nos médecins. L'objectif, c'est de prioriser aussi des choix de dispositif médical dans la prise en charge du patient et de choisir donc le bon dispositif au bon patient. Donc on fait régulièrement pour tous nos marchés en fait des rendez-vous avec les fournisseurs et on essaie de prioriser ces rendez-vous tripartites fournisseurs, médecins, pharmaciens qui aident en fait à bien appréhender les attentes, à bien négocier, à bien gérer les complexités des marchés, l'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouvelles recommandations. Ça permet d'avoir plus de clarté sur la stratégie commerciale et la stratégie à adopter, notamment donc sur le choix des dispositifs, mais aussi les différents approvisionnements qui arriveront par la suite. Et puis bien sûr, il n'y a pas de bonne gestion de marché sans une bonne gestion en fait du référencement par le pharmacien qui apporte une expertise très importante dans ce processus achat par sa connaissance et sa compétence dans le domaine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'autre point d'aide au financement et au référencement, c'est nos comédimes. Donc nos comédimes, ce sont nos commissions qui gèrent donc tout ce qui est
qui permet de promouvoir, de faciliter, de maîtriser l'accès à l'innovation thérapeutique en tenant compte bien sûr de toutes les contraintes que nous avons évoquées précédemment, hein, réglementaires, économiques, environnementales, et qui permet donc de décider d'attribuer ou non le financement pour référencer un dispositif. Alors, dans le cadre de ce symposium, je me suis bien sûr attardée sur l'expérience bordelaise, qui ressemble beaucoup à l'expérience de mes confrères pour en discuter très régulièrement avec trois types de stratégies. Donc, dans un premier temps, c'est la procédure de référencement et de financement des produits de santé. Dans un deuxième temps, donc c'est ce que nous essayons de faire tous au sein de nos établissements, des évaluations des technologies de santé appelées ETS ou études de microcosting. Et enfin, je vous parlerai de la mise en place d'un algorithme décisionnel que nous avons essayé de mettre en place au CHU de Bordeaux entre pharmaciens et direction des affaires financières. Diapositive suivante. Donc la procédure de référencement, elle est un peu pareille chez tout le monde, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on a une demande qui émane de nos prescripteurs demandeurs, on essaie donc de discuter avec le prescripteur de son besoin, bien sûr avec validation du chef de pôle, parce que souvent les dépenses sont imputées donc sur le pôle du service, donc on a une validation du chef de pôle. Le pharmacien référent donc élabore conjointement avec le médecin donc un dossier, donc on utilise principalement un dossier type que nous avons travaillé au sein justement du groupe Euroformat, dont je vous ai mis là sur la diapositive le lien, qui est un dossier de référencement qui balaie en fait donc toutes les demandes précises sur le dispositif avec une partie technique, une partie clinique bien sûr qu'on valide avec le médecin, donc sur les études cliniques, l'évaluation qui est faite, et une partie économique sur la valorisation des séjours, le coût, la quantité de patients, pour voir voilà, quel type d'enveloppe nous pourrons allouer pour référencer ce dispositif. Et puis on a une partie maintenant qui est intégrée aussi, qui est une partie RSE, pour prendre en compte toute la partie environnementale impliquée au dispositif. On soumet ce dossier donc à la Comédim. Et puis la Comédim émet un avis favorable ou non à cette demande de référencement. Bien sûr, toute décision de référencement est une étape préalable à la procédure d'achat. Donc la deuxième partie que je disais dans la stratégie de référencement et de financement, c'est ce qu'on appelle l'ETS, donc les études de micro-costing. Dans les études de micro-costing, on en fait au sein de nos établissements. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a peu de dispositifs médicaux qui sont évalués au regard du nombre de références disponibles, parce qu'on a des timings parfois décalés entre la réponse par rapport aux ETS qui sont faites au niveau national, parce qu'on a également des délais trop longs entre l'évaluation et la revalorisation des séjours qui est parfois peu compatible, si vous voulez, dans les attentes des cliniciens, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs médicaux qui sont intra-GHS et qui ne sont pas évalués avec des distorsions dans l'homogénéité des séjours. On recherche bien sûr un équilibre financier pour défendre et référencer cette innovation. Et parce que bien sûr, on a des patients, des files actives qui attendent, comme on l'a vu précédemment, des recrutements de patients importants et qu'il faut répondre aux besoins des médecins, mais également des patients. On essaie de diffuser de plus en plus ces ETS dans la culture de nos établissements, de façon à défendre les dossiers et à instaurer ça auprès de nos directions. Enfin, dernière diapositive, et je terminerai par cette slide, sur l'expérience bordelaise. Donc, au CHU de Bordeaux, quand on a une demande d'accès à un produit de santé, donc pour des raisons qui intègrent soit de l'innovation stricto sensu, donc innovation de rupture, soit du recours, soit de la réévaluation au sein du livret thérapeutique, soit parce qu'on est centre de référence d'une technologie ou d'une spécialité, ou soit tout simplement parce qu'il s'agit d'un droit d'entrée dans la recherche clinique. On analyse le dossier, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une pertinence sur la prescription, sur l'urgence, le risque vital engagé. On essaie d'intégrer bien sûr le SMR, le ASMR, le SA ou le ASA. On essaie de positionner cette stratégie par rapport à une stratégie de référence quand il en existe une, pour voir si on a un surcoût important par rapport à cette technique, pour voir s'il n'y a pas d'autre solution dans la prise en charge du patient et qu'on n'a pas le choix que de référencer cette innovation. On a mis en place un algorithme décisionnel avec notre direction des affaires financières, donc je ne peux malheureusement pas vous le présenter à l'écran parce qu'il est assez lourd et assez conséquent, mais je suis archi disponible si vous avez des questions à ce sujet et pour bien sûr le diffuser quand il sera parfaitement validé.
Et puis à ça, on y annexe donc le financement, donc soit le dispositif est en sus du GSH qui nous pose bien sûr moins de problèmes dans le référencement, soit on demande donc une enveloppe Comédim qui est une enveloppe allouée au CHU de Bordeaux, c'est une enveloppe qui est allouée pour 1 an, et au bout d'1 an, en fait, on fait une réévaluation, soit le dispositif est intra-GSH. Dans tous les cas, la décision finale sera donc un avis Comédim, avec plus ou moins l'avis, bien sûr, de notre direction des affaires financières, qui nous aide à référencer ces dispositifs médicaux et qui nous aide, bien sûr, à valoriser le choix de telle ou telle innovation pour pouvoir la rentrer dans l'établissement. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Lazaro, qui va nous parler donc d'un point de vue industriel sur la partie périphérique et oncologie interventionnelle. Je vous remercie. Un grand merci pour cette introduction. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'intéressant après tout ce que vous nous avez raconté. Je voudrais tout simplement essayer de vous donner un peu la vision de pourquoi est-ce que l'innovation elle est importante pour nous chez Boston Scientific. Et d'abord, vous remercier pour le temps que vous êtes en train de nous dédier parce que je pense que sans ces sujets, aucune société dans le médical peut être pérenne. En tout cas, c'est vraiment dans notre ADN. Et c'est quelque chose qu'on montre dans notre façon de développer tout un écosystème va être des produits, mais qui va être également des solutions. Vous l'avez écouté, je m'en occupe aujourd'hui chez Boston de tout ce qui est vasculaire et oncologie. Vous imaginez bien que ce sont des domaines extrêmement dynamiques dans lesquels il y en a toujours des nouveautés qui vont permettre de mieux traiter soit la maladie des patients, soit d'améliorer et parfois même de traiter là où il n'y en avait pas de traitement auparavant. C'est pour ça que nous restons très actifs et au niveau des développements en interne et au niveau des nouveaux dispositifs qu'on essaye par l'échange avec des praticiens et par la veille qu'on a sur les différents domaines d'intégrer dans notre société. On développe en interne, mais pour vous donner quelques datas, on en a aussi fait les dernières 9 ans un total de 51 intégrations, acquisitions, partenariats qui nous ont permis de mettre à disposition des patients de nouveaux produits et qui nous permettent, par exemple, au niveau de ces nouveautés, traiter par de l'électroporation des problèmes de fibrillation atriale des patients qui étaient en souffrance cardiaque avec Farapulse, qui nous permet de traiter certaines tumeurs ou maladies par voie minimale invasive, là où avant il fallait procéder à une intervention chirurgicale beaucoup plus invasive. Et qui nous permet aussi également, si on parle d'environnement, de pas simplement réfléchir produit dans ce qu'on est en train de vous apporter en termes d'innovation, mais de penser aussi à ce qu'on peut apporter au niveau des services, au niveau des solutions, comme on fait via la télésurveillance des prothèses déjà implantées, qui peuvent être vraiment soutenues à distance, ou des lunettes qui vont nous permettre d'avoir un deuxième médecin dans la salle pour orienter les premières procédures ou les choix des confrères qui commencent à utiliser de nouveaux dispositifs. Tout ça, ce sont des choses qui peut-être sont moins évidentes d'un point de vue c'est quoi l'innovation, mais qui sont importantes parce que ça va permettre de vous accompagner, d'accompagner les patients de façon pérenne, d'accompagner les professionnels de santé de manière à que tous ces traitements qui aujourd'hui sont un peu plus dans la disruption, soit au niveau produit, soit au niveau service et solutions, soient vraiment mis à disposition, soit quelque chose dont à la fin nous tous on peut bénéficier en tant que patient peut-être un jour pour améliorer la qualité de ces soins. Donc je vous ai donné un petit aperçu des différentes choses qu'on peut faire, des différents supports qu'on peut vous apporter. Bien évidemment, mes collègues, ils vont vous présenter des exemples beaucoup plus concrets. Concrètement, je pense que c'est 3 exemples qui vont être présentés et je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre temps et si vous en avez des questions, je suis là. Merci. Merci Anna pour nous avoir partagé ton point de vue sur de l'innovation chez Boston Scientific aujourd'hui. Je vais tenter via cette slide de resituer l'environnement dans lequel nous évoluons chez Boston Scientific, le versant industriel, lorsque nous mettons en place ou sur le marché une innovation. La liste que vous voyez là est bien sûr non exhaustive. Nous parlons des 5 points qui sont aujourd'hui pour nous très importants dans le cadre du lancement d'une innovation.
Le premier est celui qui nous réunit tous ce soir, c'est le financement. La problématique du financement de l'innovation est quelque chose qui est présent à chaque fois que nous mettons en place une innovation sur le terrain. Ensuite, pour nous, chez Boston, un point sur lequel nous attachons beaucoup d'importance, c'est l'éducation et la formation des personnels de santé qui vont avoir accès à cette innovation. On sait que souvent, le succès sur le terrain, c'est la formation et le gage du succès sur le terrain de cette innovation. Boston Scientific attache également beaucoup d'importance aux bénéfices cliniques. Qu'est-ce que l'innovation apporte en termes de bénéfices cliniques pour le patient? Pour ça qu'on a beaucoup de programmes cliniques qui sont encore sur le terrain aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir des données de santé intéressantes. Ensuite, on a mis un focus très important sur l'accompagnement des établissements de santé dans la mise en place de l'innovation. Comment on accompagne le lancement d'une thérapeutique ou le lancement d'un produit aujourd'hui avec l'établissement de santé. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est les établissements dans lesquels on met en place ces innovations. Comment s'assurer qu'aujourd'hui le niveau d'expertise soit suffisant et qu'on ait les bons interlocuteurs sur le terrain de façon à ce que cette innovation soit gage de réussite. On a décidé ce soir de rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux innovations dans le milieu cardiovasculaire chez Boston Scientific. La première, c'est un système qui s'appelle Avigo Plus. C'est un système de guidage multimodalité pour les artères coronaires ou la structure périphérique. Et ensuite, on va vous présenter Rhythm Care, qui est une solution digitale proposant un accompagnement technique et clinique. Et pour aller encore plus loin dans la présentation de cette nouvelle solution, je vais laisser la parole à Cécile Di Rienzo, qui est aujourd'hui Business Development Manager dans la division rythmologie interventionnelle sur la France. Merci Antoine et bonjour à tous. Donc effectivement, Boston Scientific a investi dans un centre de support à distance avec des solutions innovantes. L'objectif étant d'apporter des solutions de support additionnelles à celui qui est déjà apporté aujourd'hui par nos équipes d'ingénieurs qui accompagnent les équipes médicales dans les centres. Donc l'équipe Rhythm Care est composée d'ingénieurs qui ont déjà une longue expérience de support sur le terrain. Ça va nous permettre d'apporter aux professionnels de santé un support à distance à la demande en utilisant des solutions innovantes que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Slide suivante. Alors, quels sont les bénéfices de ce support à distance? D'une part, pour les professionnels de santé, ça va leur permettre d'avoir une réponse, un support immédiat et donc de gagner en flexibilité dans leur organisation. Un autre aspect, ces solutions permettent aussi de développer des interactions entre les professionnels de santé et de soutenir des actions de compagnonnage. Il y a également, bien sûr, des bénéfices pour les patients. Tout d'abord, du confort dans la prise en charge. Ça va leur permettre une prise en charge immédiate, sans attente, avec l'assurance, bien sûr, de la fiabilité du traitement et donc une désescalade de l'anxiété. Slide suivante. Pour vous donner une vision globale des solutions qui peuvent être proposées et qui sont utilisées pour l'ensemble des dispositifs qui sont commercialisés par Boston Scientific, il y a tout d'abord des solutions qui vont être dédiées au support à la consultation. Donc, on a un centre d'appel qui se nomme InContact, qui peut être contacté via un numéro vert par les professionnels de santé. Il est joignable les jours ouvrés, permet d'adresser toute question ou besoin de support. Et en fonction du besoin, pourra être utilisé par exemple l'application App Lightning, qui va permettre aux professionnels de santé de partager une image, un document, et le support à distance, lui, pourra interagir en direct pour montrer par exemple des points précis sur l'image, apporter des commentaires, des schémas d'explication. Peut-être que le besoin sera supporté par HeartConnect. Là, c'est une solution qui va permettre du partage d'écran sur nos programmateurs. Et donc, ça va permettre au support à distance de voir en direct l'écran du programmateur, guider le professionnel de santé, l'accompagner par exemple dans la prise en charge d'un patient lors d'une consultation.
Et puis, on a également des solutions qui sont dédiées au support en bloc opératoire. Donc, la première, c'est les Smart Glasses. Les Smart Glasses, ce sont des lunettes connectées avec un casque et un micro. Cette solution va permettre d'apporter du support en temps réel avec un ingénieur qui sera à distance. Il va voir en direct ce que voit l'opérateur en salle et il va pouvoir complètement interagir avec lui. Les Smart Glasses permettent également d'organiser du compagnonnage à distance. Par exemple, le médecin formateur va être équipé des Smart Glasses et les professionnels de santé qui assistent à la procédure à distance vont visualiser sur leur écran d'ordinateur exactement ce que visualise l'opérateur. Et pour finir, la solution InTouch. Alors là, il s'agit ici d'une caméra haute définition compacte. Elle est rotative à 190 degrés. Elle est contrôlée à distance par l'ingénieur sans perturber le bloc opératoire. Le support à distance va pouvoir également zoomer de façon extrêmement précise, par exemple jusqu'à une tête d'épingle sur un champ opératoire. Et le personnel sur place, dans le bloc, va bénéficier d'un support complet avec l'expert à distance. l'InTouch peut également être utilisé pour le partage de cas entre centres, pour de la formation. Ce qui est extrêmement d'ailleurs intéressant avec l'InTouch, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 6 adresses mail en même temps. Donc, on peut même envisager la formation pour des groupes qui sont eux-mêmes complètement à distance les uns des autres. Alors, contrairement à l'exemple suivant, la problématique pour le déploiement de ces solutions dont je viens de vous parler n'est pas une problématique financière. Avec les solutions Rhythm Care, on introduit ici des problématiques liées aux solutions numériques. On est davantage freiné par des aspects connectivité, cybersécurité, protection des données patients. Et ça nous demande à nous, industriels aussi, d'innover dans notre approche auprès des établissements de santé, car nous devons collaborer avec des fonctions avec lesquelles nous n'avions pas du tout l'habitude d'interagir. Voilà, pour l'exemple suivant, je vais laisser la parole à Virginie, qui est responsable marketing en cardiologie interventionnelle. Super, merci Cécile et bonsoir à tous. On va rentrer dans un cas vraiment concret qui constitue une priorité pour la division cardiologie interventionnelle de Boston Scientific depuis plusieurs mois. Et on va essayer de répondre à cette question du financement de l'innovation par l'intermédiaire des données cliniques, donc pour faire reconnaître le bénéfice clinique d'une technologie innovante pour aboutir à son financement. Alors, on va parler d'une technologie qui s'appelle l'imagerie endocoronaire. J'ai fait le choix de conserver une appellation générique, puisqu'elle est commercialisée chez Boston Scientific, mais par d'autres industriels. Et la problématique du financement, elle est globale à tous ces industriels. Donc, on va garder le terme d'imagerie endocoronaire. Et pour vous expliquer ce à quoi ça sert, l'imagerie endocoronaire, c'est donc, comme son nom l'indique, une modalité d'imagerie qui est complémentaire à l'examen de base qui est réalisé pour tout patient qui rentre dans une salle de cardiologie interventionnelle et qui s'appelle la coronarographie. À l'issue de cette coronarographie, le praticien peut décider de prendre en charge un patient et de traiter une problématique clinique qu'il aurait identifiée. Et l'imagerie endocoronaire n'est pas réalisée systématiquement, mais elle peut être réalisée pour apporter des informations complémentaires qui vont servir au diagnostic, mais également au contrôle qualité de la procédure d'angioplastie et vérifier qu'on donne les meilleures chances au patient à l'issue de sa procédure. Il y a deux modalités qui peuvent être considérées. Chez Boston Scientific, c'est ce qu'on appelle l'IVUS, comme intravasculaire ultrasound, mais chez d'autres industriels ou chez d'autres concurrents, il y a d'autres modalités, notamment celle qui est réalisée avec des infrarouges, donc imagerie endocoronaire par ultrason ou par infrarouge, c'est la thérapie et la technologie qu'on va étudier. Alors, est-ce que cette technologie est innovante ? En soi, non, puisqu'elle est utilisée depuis plus de 10 ans par les cardiologues interventionnels, un peu plus récemment par les professionnels de santé qui travaillent sur les artères des membres inférieurs pour préparer, comme je vous le disais, ou contrôler les angioplasties coronaires complexes. Elle n'est pas innovante. La preuve, c'est qu'il y a un acte CCM IVUS qui existe depuis de nombreuses années, mais qui n'a aucune valorisation financière. Donc aujourd'hui, on peut coter un acte d'IVUS, pas d'OCT qui est une technologie plus récente, mais il n'y a aucune valorisation financière. Les consommables
ne sont, eux non plus, pas pris en charge au titre de la LPPR à ce jour. Donc c'est une vraie problématique pour les établissements de santé, comme on le décrivait en début de webinaire, puisqu'il faut à la fois financer les dispositifs médicaux qui ne sont pas pris en charge et également la procédure et notamment la mise à disposition de la console. Donc c'est aujourd'hui un poids qui est supporté par les industriels de mettre à disposition ces consoles qui permettent de réaliser des examens d'imagerie endocoronaire. Alors l'innovation, elle vient d'où? L'innovation, elle vient pas de la technologie en elle-même, mais de tout ce qui a été développé par les industriels ces dernières années pour développer des outils plus performants. Améliorer, c'est basique, la qualité d'image qui est rendue par les dispositifs. Et ça, tous les industriels travaillent dessus pour ouvrir toujours des images plus claires et plus précises. Et puis surtout, c'est ça la vraie innovation, c'est l'implémentation depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, de l'intelligence artificielle. Donc dans l'imagerie, on sait que l'IA a un poids de plus en plus important qui permet aux praticiens de simplifier en fait le diagnostic et l'interprétation de l'image. L'objectif pour nous, c'est de permettre aux praticiens en salle d'avoir des procédures d'imagerie qui vont plus vite, parce qu'on sait que si on fait plus vite, on est aussi plus facilement adopté en salle. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu le contexte de l'imagerie et ce de quoi on va parler. Alors, en France, est-ce qu'on fait un peu comme souvent une exception? Oui, parce que si vous regardez le tableau du milieu, c'est un tableau qui est issu d'un rapport Cardio-Medtech, donc c'est quelque chose qui est globalisé et qui concerne le nombre de dispositifs tous mélangés, IVUS et OCT, consommés dans des pays voisins en Europe, l'Allemagne, UK, etc. Et si vous regardez les pays qui ont été surlignés, on constate très rapidement que la France a un volume d'imagerie endocoronaire qui est très faible par rapport à nos voisins. Alors, c'est historique, c'est comme ça depuis plusieurs années, et ça s'explique notamment par le fait que ces pays qu'on a surlignés, l'Allemagne et les UK, ont une prise en charge totale ou partielle du dispositif, de la procédure, en tout cas qu'il y a un encouragement financier ou un support financier aux établissements de santé pour réaliser ces angioplasties. Ça a été également confirmé, ce frein du financement, par une étude clinique qui a été menée en 2018, c'est la diaporama, l'encart que vous avez sur la droite, qui montre très clairement que pour 80% à peu près des opérateurs qui avaient été interrogés en Europe, le frein le plus important à l'adoption de l'imagerie endocoronaire reste le coût de la procédure. Donc on a un vrai travail, nous, à faire en tant qu'industriels pour aider ce financement. Alors pourquoi la solution, la situation pourrait changer là maintenant? Pourquoi on parle de ça et on a choisi cet exemple concret? C'est parce que l'année dernière, à l'occasion du congrès de la Société européenne de cardiologie, d'importants essais cliniques ont été présentés, publiés, ainsi qu'une méta-analyse très puissante qui rassemble toutes les données des études randomisées qui ont été publiées et qui démontre très clairement le bénéfice clinique du guidage des angioplasties coronaires par l'imagerie endocoronaire. Là, on parle de choses qui sont très puissantes et pour les professionnels de santé et pour les sociétés savantes et donc pour les autorités de santé. On a montré que guider une angioplastie coronaire complexe avec l'imagerie, ça permet de réduire la mortalité. Donc là, on parle de critères cliniques qui sont très durs et qui ont un impact très fort. Ça a été tellement fort qu'un an après, donc cet été, la Société européenne de cardiologie a fait sienne cette révolution. Il y avait déjà des recommandations qui existaient depuis 2017-2018 en Europe, aux États-Unis, mais là, la Société européenne de cardio a émis en août 2024 des recommandations de niveau 1A. C'est inégalé et c'était vraiment inédit pour l'imagerie endocoronaire et explique aujourd'hui que ne pas proposer une prise en charge avec l'imagerie endocoronaire dans le cadre d'une angioplastie complexe, ça peut être délétère pour la prise en charge d'un patient et sur des critères qui sont très durs. Donc ça fait sens et aujourd'hui, c'est une opportunité unique qu'on a décidé de saisir, nous, Boston Scientific et d'autres industriels, et on a souhaité justement, pour faire avancer ce problème du financement, attaquer les choses sur deux voies différentes. La première qui est de soumettre une demande commune, donc plusieurs industriels se sont associés pour soumettre une demande commune de revalorisation financière de l'acte d'imagerie qui existe déjà depuis de longues années, mais là, on espère obtenir une valorisation sur cet acte. Et en parallèle, les industriels ont aussi la responsabilité de demander le remboursement de leurs dispositifs pour avoir aussi un financement sur le dispositif médical. Donc, en conclusion de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, l'idée, c'était de vous montrer comment, maintenant qu'on a un bénéfice clinique qui est reconnu, approuvé, validé également par les sociétés savantes au plus haut niveau, on peut, en tant qu'industriel, essayer de pousser pour obtenir un financement, procédure et dispositif. Je repasse la parole à Antoine pour la fin de cette présentation. Merci Virginie.
Vous connaissez probablement tous Boston comme une société de produits. Et en plus d'innover via ces produits, Boston a décidé il y a une dizaine d'années d'accompagner les établissements de santé sur ce qu'on a listé, ce qu'on a représenté ici, les 3 enjeux majeurs qui sont remontés du terrain pour les établissements de santé, que sont aujourd'hui leur santé financière, l'efficacité et la qualité en termes de soins, mais également l'accès aux soins pour les populations. Pour ce faire, Boston a développé une gamme de solutions et de services qu'on a appelé Advantix et qui est basée sur 4 piliers. Ces 4 piliers venant supporter les 3 enjeux stratégiques des établissements de santé. Le premier pilier étant basé sur les capital équipements et les services. Alors, ce qu'on appelle capital équipement chez Boston Scientific, c'est tout ce qui concerne les machines. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur une aide au financement pour acquérir ces machines ou ce capital équipement, appelez-le comme vous le souhaitez. On travaille aussi sur l'optimisation des contrats de service, sur la durée, sur les coûts, sur les périodes, de façon à faciliter aujourd'hui l'accès à ces nouvelles thérapies aux établissements de santé en France. Ensuite, on a décidé de se focaliser sur un deuxième pilier qui concerne la performance opérationnelle des établissements. Qu'est-ce qu'on entend par performance opérationnelle? Aujourd'hui, on sait que l'État a par exemple favorisé la cotation sur des actes en ambulatoire dans certaines disciplines. Donc Boston a développé toute une équipe de consultants qui sont capables aujourd'hui d'accompagner les établissements de santé dans des transformations sur leur process d'accès aux soins, de thérapie. On est aussi en mesure d'accompagner un établissement de santé sur la création d'activités pour tout ce qui est innovation. En ce moment, on a une innovation par exemple sur la chirurgie bariatrique. On est capable d'accompagner l'établissement à l'implémentation de cette nouvelle activité-là. On travaille aussi en collaboration avec les établissements de santé sur les files actives de patients, de façon à réduire les délais et à donc favoriser l'accès aux soins pour la population. On a travaillé dans plusieurs établissements sur l'optimisation de la gestion des blocs opératoires. Tout le monde a été confronté pendant le Covid et après les années Covid sur des difficultés avec le personnel ou des difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui, avoir un bloc qui est optimisé est réellement un enjeu stratégique pour les établissements de santé. Le troisième pilier, qui n'est pas le moins important, et Cécile a déjà abordé un petit peu ce versant-là, on est sur la digitalisation et les solutions digitales. On le voit aujourd'hui dans notre quotidien tous les jours, l'importance qu'a pris le digital, et la santé n'échappe pas à cette transformation-là. On accompagne, que ce soit les établissements ou les praticiens, via des applications, alors en particulier autour du parcours patient, parce que notre expérience nous a montré qu'en travaillant sur le parcours patient, on arrivait à soutenir les 2 piliers précédents, sur la performance opérationnelle et sur l'accès aux soins. On travaille sur la gestion des alertes, où on accompagne les établissements sur la prédiction et la prévision des événements indésirables. Et un dernier point qui est très important pour nous, c'est l'optimisation et la gestion des stocks. Aujourd'hui, le digital nous accompagne sur l'optimisation de nos stocks et depuis qu'on a mis en place ces différentes solutions, on a réellement réduit nos problématiques de rupture, pardon, excusez-moi, de rupture, et on a un taux de satisfaction des établissements qui aujourd'hui est plus important que ce qu'il n'était dans le passé. On est aussi capable de travailler sur le développement d'activités, de travailler en collaboration avec le corps médical sur comment aller chercher des patients supplémentaires, le réseau d'adressage, les associations de patients. On peut aussi mettre en place des algorithmes dans les établissements pour flaguer des patients qui seraient éligibles à une thérapie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un vrai besoin de la part de certains praticiens de développer ces activités-là. Tout ça, c'est bien joli, mais comment aujourd'hui on finance l'innovation chez Boston? Cette slide représente un modèle vertueux. Aujourd'hui, soit l'établissement achète l'innovation, alors par un budget propre, par tous les éléments que Aurélie nous a présentés dans son premier topo. Nous, ce qu'on est capable de proposer, c'est de générer de l'activité.
Adventix aujourd'hui permet à l'établissement de générer de l'activité. Cette activité-là va permettre à l'établissement de dégager des revenus, pardon, et ces revenus peuvent être dédiés pour acquérir l'innovation ou pour justement implémenter de l'innovation dans l'établissement. La dernière sur la slide, c'est l'optimisation. C'est un mot qu'on emploie beaucoup chez nous. Aujourd'hui, en optimisant le fonctionnement d'un hôpital, le fonctionnement du circuit d'approvisionnement sur le device, sur les patients, on dégage du revenu et tous ces revenus-là peuvent être consacrés à financer de l'innovation. Là, encore une fois, c'est une liste qu'on vous montre aujourd'hui. On est encore en train de travailler sur d'autres solutions pour favoriser l'accès à l'innovation en France et à l'étranger. Mais ce qu'on vous a montré là, c'est la picture actuelle. Moi, j'ai terminé avec cette slide-là. Aurélie, je te laisse la parole pour conclure. Merci. Merci à tous pour vos présentations. Donc effectivement, un beau panel de nouveautés, d'innovations, où je pense que vous ne serez pas les seuls à nous présenter. Pour conclure ce symposium, c'est vrai qu'il reste encore quand même beaucoup de questions en suspens, hein, à savoir voilà, comment promouvoir en fait ces dispositifs qui sont vraiment utiles en termes de santé, mais comment assurer le financement de ces dispositifs. Comment mesurer, bien sûr, les coûts réels, le coût global, les impacts cliniques et non cliniques, comme on l'a vu tout au long de ces présentations. Effectivement, sur certaines technologies qui sont vraiment approuvées, existantes depuis des années, mais pour lesquelles on n'a pas de valorisation de séjour, pour lesquelles, des fois, on n'a pas d'acte CCAM et où on est obligé de faire des actes par assimilation. Pour lesquels on a effectivement parfois des machines associées qu'on est obligé de positionner avec des mises à disposition. Donc la question, c'est voilà, comment concilier l'innovation et toutes les contraintes engendrées autour. Ce qui est une certitude, c'est que l'accès à l'innovation médicale, ça constitue un enjeu majeur pour la performance de notre système de santé et que l'essentiel aujourd'hui, ça repose sur une véritable évaluation clinique de ces dispositifs, notamment pour ceux à haut risque et innovants. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Donc, dans tous les cas, je vous remercie à tous, tous les intervenants pour toutes vos interventions pertinentes, ces exemples qu'on a effectivement au quotidien et pour lesquels on n'a pas toujours réponse à nos questions, mais qui nous aident dans tous les cas à assurer la meilleure prise en charge pour les patients que nous avons dans nos établissements. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, vous n'hésitez pas, vous avez le chat ou le petit point d'interrogation, questions-réponses, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, voilà, dans vos établissements, des moyens de financement aussi qui peuvent nous aider ou aider l'industriel aussi à avancer. C'est vrai qu'on fait souvent notre cuisine interne les uns et les autres comme on peut. Donc après, voilà, on est tout à l'écoute pour toute question. Et n'oubliez pas de remplir le petit questionnaire de satisfaction qui s'affiche à l'écran. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de questions. Moi, j'en aurais une à échanger avec vous, Boston, sur donc, toutes les innovations que vous nous avez présentées. Donc déjà, aujourd'hui, en fait, quelles sont réellement les innovations futures que Boston Scientific propose aux pharmaciens? Et sur ces innovations, comment vous envisagez voilà, de nous aider à accéder à ces innovations au sein de nos établissements de santé? Alors, en matière d'innovation, je peux évoquer certains produits, notamment en endoscopie, sur la gestion la gestion des traitements bariatriques, hein. Il y a également dans de bon nombre de divisions des élargissements d'indications qui vont arriver, que ce soit en cardiologie, en rythmologie, en oncologie interventionnelle. Et ensuite, il y a des innovations produits qui vont aussi arriver, mais à ce stade-là, c'est un peu précoce pour dévoiler ces produits-là. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'élargissement d'indications, qui est quand même un axe de développement sur nos produits et nos activités. Merci.
On a une question, Sandra. Strasbourg, bonjour Sandra. Donc effectivement, alors non, c'est pas une question, c'est une affirmation, mais qu'on partage tous. Sandra qui nous dit, nous manquons cruellement d'études d'évaluation sur les dispositifs médicaux ainsi que d'approches médico-économiques en coût complet. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est vrai qu'on a parfois des parties du Pulse, mais malheureusement, ben voilà, on n'a pas tous les éléments. Et c'est vrai que c'est ce que je disais dans mon topo, on essaie de faire des études de micro-costing à l'échelle de notre établissement hein, pour défendre telle ou telle innovation ou expliquer un peu, d'une part, le bénéfice clinique et d'essayer de réduire le surcoût, on va dire, qu'on a parfois, notamment sur les DM intra-GHS. Mais c'est pas toujours évident. Et après, je partage effectivement ton avis, Sandra, sur on n'a pas toujours la chaîne totale et le coût complet sur l'ensemble du référencement de l'innovation, quoi. Et elle pose une deuxième question, Sandra. La définition de l'innovation est parfois différente d'un point de vue des établissements et des industriels. Alors, tout à fait, c'est quelque chose qu'on a échangé. Donc, on l'a pas dit au tout début, hein, on l'a fait en préambule quand on a préparé ce symposium, en disant qu'on n'avait effectivement pas la même définition en fait de l'innovation au niveau des établissements, que pour nous, il y avait la vraie innovation de rupture. Il y avait l'innovation telle qu'on l'évaluation technologique en fait de certains dispositifs, hein. On a parlé des défibrillateurs, des pacemakers dont le cycle de vie est court et qui évolue technologiquement très très rapidement. Et on n'avait pas le même point de vue industriel et établissement de santé parce que je pense qu'on n'arrive pas à répondre réellement à la question. Donc je ne sais pas si d'un point de vue industriel, Boston, vous avez quelque chose à ajouter. Bon, écoutez, très probablement, non, on n'en a pas la même définition exactement d'innovation parce qu'on a deux faces d'un même sujet. Donc, forcément, c'est très compliqué d'être absolument aligné à 100%. Comme je disais au début de ma petite présentation, pour nous, innovation, ça va être tout ce qui va améliorer à la fin la prise en charge du patient. Soit parce qu'il va être mieux traité, et mieux traité, ça va être dire il va récupérer plus vite, il va être traité de façon moins invasive, soit parce qu'il va pouvoir être traité d'une manière complètement différente qui avant n'était pas disponible. Mais je peux concevoir que les concepts d'innovation, ils puissent avoir quelques différences de votre côté et d'une autre, que parfois on doit être peut-être aussi plus didactique dans la façon dont on essaie de vous expliquer pourquoi est-ce qu'un dispositif, on les considère de l'innovation, qu'est-ce qu'il apporte de plus. Et c'est très juste ce que Madame Wisniewski, elle dit, on est tout à fait d'accord, un intérêt médico-économique parfois qui doit être mis en valeur parce que forcément notre devoir passer en tant que patient une procédure invasive, chirurgicale invasive, ou pouvoir être traité de façon minimale invasive avec des micro-incisions, ça va faire toute la différence pour les patients. Ça va être de l'innovation, mais en plus, ça va avoir un vrai intérêt médico-économique. Donc là, je peux vous assurer, on est parfaitement alignés. Peut-être quelques différences dans les concepts, mais pas là. Merci. Alors, j'ai encore une question. Quel budget la société est-elle en capacité d'investir pour améliorer la prise en charge? C'est quoi améliorer? La notion d'amélioration, on va un peu faire comme à la HAS, on va l'évaluer par rapport à la qualité du versus le service rendu et le traitement standard actuel. Je pense que c'est le point principal. Donc derrière tout ça, il y a la capacité à être rétabli plus rapidement, à avoir un séjour hospitalier plus court. Il y a tous ces éléments-là. Évidemment, une amélioration de soins qui conditionne tout ce que je viens de dire en termes de qualité de récupération. Je ne Alors, sais pas si ça répond à la question. j'ai une autre question dans le chat. Comment justifier quand le bénéfice pour le patient est répercuté sur le coût en ville? Exemple, réduction du temps d'arrêt de travail ou temps IDE à domicile réduit. Là, on est sur les critères de réhabilitation du patient. La réduction du temps d'arrêt de travail dans les études pharmaco-éco, c'est quand elles sont
très bien faite. C'est un sujet qui est évidemment pris en compte au même titre que le temps de soins nécessaire pour la récupération du patient, oui. Quant à la répercussion sur le coût en ville, euh, on aimerait, en étant les plus ambitieux possibles, pouvoir l'intégrer à toutes nos études. Euh, on n'a pas toujours un accueil auprès des autorités sur la pharmacoéco comme nous l'aimerions l'avoir en termes de prise en compte. Évidemment, le critère de base, c'est la qualité de vie des patients. Le critère principal, hein, au-delà de ces considérations financières. Merci. Je rebondis là sur une remarque, Dominique Thivaud, micro-costing ou démarche comptable, ça me fait rigoler. Nous, juste pour justifier le terme micro-costing au CHU de Bordeaux, en fait, pour ne pas apprendre, on va dire, l'échelle nationale des coûts, qui pour moi, à mon sens, est très, très globalisée, puis est remplie de biais, hein, parce que c'est toujours N-2 en termes de coûts et que tous les établissements en fait n'adhèrent pas à l'ENCC. On fait ce qu'on appelle du micro-costing, c'est-à-dire que quand on fait des études médico-économiques pour justifier d'une technique ou d'un référencement en fait d'un produit innovant, on va prendre en fait la chaîne patient de son entrée dans les service qu'il va rencontrer, en prenant en compte aussi les comorbidités, et puis on met ça en regard avec la recette du séjour, en évaluant correctement les niveaux de sévérité, qu'on réévalue parfois avec les médecins, parce que des fois ils sont un peu sous-estimés, de façon à valoriser au plus juste, et on met en regard donc la dépense versus recette référencée et plus ou moins de la défendre. Après, voilà, le terme démarche comptable, ça me fait rire, mais je sais pas si je réponds à ta question. Mais voilà ce qu'on appelle le micro-costing, en tout cas, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le moins de biais possible et d'être au plus juste en termes de médico-éco, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je ne vois pas. Non, a priori, Aurélie, pas d'autres questions dans le chat. Mais écoutez, au niveau timing, on n'est pas trop mal. Il est 53. Pour un avant-dernier symposium, je pense qu'il est tard, les gens en ont marre. En tout cas, merci à l'équipe de Boston Scientific pour leur implication sur les différents domaines, hein. On a balayé quand même plusieurs spécialités et plusieurs secteurs. C'est vrai que voilà, on a du mal à répondre à cette question sur le référencement de l'innovation, mais on essaie d'avancer comme on peut, d'un point de vue industriel comme d'un point de vue pharmacien au sein de nos établissements pour essayer ben voilà, de satisfaire toutes les demandes émanant des prescripteurs et puis qui accompagnent la prise en charge et bien sûr l'évolution technologique grandissante de tous ces dispositifs médicaux. En tout cas, merci à tous. Merci à tous et une Merci très bonne beaucoup. soirée. Clôturer ce symposium. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un dernier symposium jeudi à 12h30. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à toutes et tous.